Le millionnaire a douté de la fille du serveur. Ce qu'elle a apporté a choqué tout le monde. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le ciel de Marseille était particulièrement étoilé en cette nuit de juillet, comme si des milliers de diamants avaient été éparpillés sur un manteau bleu marine. Au cœur de l'élégant quartier des Grâces, le restaurant L'Étoile de mer brillait avec son architecture coloniale restaurée et sa vue privilégiée sur la baie de Marseille. C'était là, entre le raffinement des carreaux provençaux et l'arôme des bouillabaisse préparées avec maestria, qu'Auguste Dupont présidait son traditionnel dîner de bienfaisance annuel. À 58 ans, Auguste portait sur son visage marqué par le temps l'expression de quelqu'un qui a conquis plus qu'il n'avait rêvé. Héritier de l'une des plus grandes entreprises de construction du Sud et investisseur à succès, sa fortune était estimée en milliards. Mais ce soir-là, alors qu'il observait le mouvement des serveurs et l'animation des invités qui avaient payé de petites fortunes pour leur place à table, quelque chose semblait différent dans son regard. « Le champagne est divin, Auguste », complimenta Cécile Moreau, une socialite marseillaise et amie de longue date, tout en s'éventant avec un éventail artisanal. « Tu surpasses toujours nos attentes. » Auguste hocha simplement la tête, son regard captant l'image d'une jeune serveuse qui se déplaçait avec grâce entre les tables. Contrairement aux autres employés, qui semblaient formés à ne montrer que des sourires étudiés, il y avait quelque chose d'authentique dans la façon dont elle servait les invités. Un éclat discret qui ne correspondait pas à l'ambiance artificiellement polie. « Qui est cette jeune femme ?» demanda-t-il à Gérard, le maître d'hôtel qui passait avec un plateau de canapé. « Louise Martin, monsieur, fille d'Antoine qui travaille avec nous depuis plus de 20 ans. Elle a commencé récemment pour aider son père avec les dépenses du foyer. » Louise avait les cheveux noirs attachés en un chignon simple, la peau hâlée luisante sous les lumières douces du salon. Auguste observa comment elle mémorisait les commandes sans les noter, comment elle souriait authentiquement en servant chaque plat, comment ses yeux marrons semblaient regarder une histoire qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. « C'est toujours bon de donner des opportunités aux enfants des employés », commenta-t-il, plus pour lui-même que pour Gérard, qui s'était déjà éloigné, pour s'occuper d'autres invités. La vérité, c'est qu'Auguste se sentait de plus en plus éloigné de ce monde d'apparence. Les conversations sur les investissements immobiliers, les derniers modèles de yachts, les voyages vers des destinations exclusives, tout lui semblait répétitif et vide. Veuf depuis 5 ans, ses 2 enfants vivaient à l'étranger et revenaient rarement en France. L'empire qu'il avait construit semblait maintenant trop lourd à porter seul. De l'autre côté du salon, Louise équilibrait un plateau avec des verres de vin tout en essayant d'ignorer les regards de certains invités qui la traitaient comme une partie du décor. À 23 ans, elle avait interrompu ses études de musique à l'université de Marseille pour aider son père qui avait subi un accident et nécessitait des soins constants. Le travail au restaurant n'était pas exactement ce dont elle avait rêvé pour sa vie, mais il garantissait la subsistance de la famille et lui permettait encore, dans ses heures libres, de composer ses chansons. « Mademoiselle, apportez-nous plus de ces crevettes, s'il vous plaît » demanda une dame couverte de bijoux, sans même la regarder dans les yeux. « Tout de suite, madame » répondit Louise avec politesse, se dirigeant vers la cuisine. Là-bas, loin des regards des invités, elle respira profondément et essuya discrètement une larme têtue. Le chef Théo, homme robuste d'âge moyen qui connaissait sa famille depuis des années, remarqua son malaise. « Ne les laisse pas t'affecter, petite. Ces gens ont de l'argent, mais beaucoup n'ont aucune idée de la valeur d'un bon caractère. » Je... Fais bien, Théo, je suis juste fatigué. Papa ne se sentait pas bien ce matin et j'étais inquiète de le laisser seul. Comment va Antoine? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il s'améliore peu à peu. Le médecin a dit que dans quelques mois, il devrait pouvoir marcher sans aide. Tout en préparant le plateau avec les crevettes, Louise pensait à comment la vie avait radicalement changé l'année dernière. D'étudiante prometteuse en musique à serveuse à temps plein. Les soirées de répétition avec son groupe avaient cédé la place à des doubles services au restaurant. Le cahier de composition, autrefois toujours ouvert sur le piano, rassemblait maintenant la poussière dans un tiroir. De retour dans le salon, Louise remarqua le regard d'Auguste suivant ses mouvements. Ce n'était pas un regard d'intérêt romantique,
qu'elle avait déjà appris à identifier et à éviter, mais quelque chose de différent, presque analytique, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. L'événement de ce soir-là avait pour objectif de collecter des fonds pour la restauration du Théâtre national de Marseille, joyau architectural qui avait souffert d'un incendie quelques mois auparavant. Parmi les invités se trouvaient des entrepreneurs, des politiciens et des artistes locaux. Au centre du salon, une petite scène avait été montée pour des présentations musicales. « Mesdames et messieurs, annonça le présentateur, c'est avec grand plaisir que nous accueillons maintenant le pianiste Édouard Martin, qui nous offrira des compositions de Debussy. » En entendant le nom du compositeur, Louise s'arrêta instantanément. Debussy était sa plus grande inspiration et les mélodies qu'il avait créées, combinant des éléments de la musique classique européenne avec des rythmes français, avaient été le thème de son travail de fin de semestre à l'université. De l'autre côté du salon, Auguste remarqua le changement dans la posture de la jeune serveuse. Comment elle avait fermé les yeux un moment quand les premières notes du piano remplirent l'ambiance. Comment ses doigts bougeaient légèrement, comme si elle touchait un instrument invisible. À cet instant, quelque chose se connecta en lui, un souvenir lointain de sa propre jeunesse, quand il rêvait d'être architecte avant que les affaires de famille ne l'engloutissent. L'éclat dans les yeux de Louise en écoutant la musique était le même qu'il avait eu un jour, avant que la vie ne le durcisse et ne le transforme en l'homme qu'il était aujourd'hui. « Excusez-moi, » dit Cécile, touchant son bras et interrompant ses pensées. « Auguste, vous n'écoutez pas ce que je dis ?»« Pardon, Cécile, je suis un peu distrait ce soir. » Je commentais l'importance de votre soutien au théâtre. Après tout, la culture est ce qui nous différencie en tant que société, n'est-ce pas? Auguste acquiesça mécaniquement, mais ses pensées étaient loin. Il observait Louise, qui servait maintenant une table proche de la scène, ses yeux ne quittant jamais le pianiste. Il y avait une faim dans ce regard, une passion qu'il n'avait pas vue depuis longtemps dans son cercle social. Et c'est là, entre verres de cristal et couverts d'argent, que quelque chose commença à changer en Auguste Dupont. Un malaise, une inquiétude qu'il ne savait pas nommer. Comme si, pour la première fois en décennies, il voyait réellement au-delà des apparences qu'il avait si soigneusement cultivées autour de lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant la fin de cette soirée, sa vision du monde serait complètement transformée par une jeune femme qui, pour l'instant, n'était qu'une silhouette périphérique dans son univers privilégié. Le soleil n'avait pas encore pointé quand Louise se réveilla ce matin-là. Le petit appartement dans le quartier de Belleville, niché entre le luxe de Saint-Germain et de Passy, n'avait que 2 pièces où vivait-elle, son père Antoine et sa grand-mère Madame Élise. Le contraste entre le monde qu'elle servait au restaurant et la réalité de sa maison était comme le jour et la nuit. « Papa, tu as pris tes médicaments ?» et demanda Louise en préparant un café fort dans la petite cuisine. Antoine Martin, 55 ans, assis dans son fauteuil roulant improvisé, sourit à sa fille avec ce regard de fierté qu'il ne cachait jamais. Avant l'accident sur le chantier, où il travaillait comme contremaître, c'était un homme robuste, aux mains calleuses et à la posture droite. Maintenant, il dépendait de sa fille pour presque tout. « Oui, ma fleur, ne t'inquiète pas tant. Va te reposer, tu es rentrée tard hier. » C'était un grand événement au restaurant. Un dîner de charité plein de gens importants, commenta-t-elle en servant le café dans des tasses ébréchées. Le propriétaire m'observait toute la soirée. C'était étrange. « Auguste Dupont ?» demanda Antoine, avec une expression que Louise n'arriva pas à déchiffrer. « Oui, lui-même, tu le connais ?» Antoine but une gorgée de café avant de répondre, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « J'ai travaillé sur plusieurs chantiers de son entreprise avant d'aller au restaurant. Son père, Monsieur Georges, était un homme bon. Quant au fils, eh bien, on dit que les affaires l'ont endurci. » Madame Élise, qui venait d'entrer dans la cuisine avec ses pas lents et son inséparable chapelet dans les mains, se joignit à la conversation. « Les Dupont, je me souviens d'eux, » dit la dame de 78 ans, ajustant le foulard coloré qu'elle portait toujours sur la tête. « Ta mère, que Dieu la garde, a travaillé comme femme de ménage dans leur maison pendant un temps, avant ta naissance, Louise. » Maman a travaillé pour eux? Elle ne m'a jamais raconté ça. C'était une autre époque, ma petite fille. Hélène préférait ne pas parler du passé. Louise absorba cette information tout, en finissant son café. Hélène Martin était partie quand sa fille n'avait que 12 ans,
emportée par une maladie que les médecins avaient mis du temps à diagnostiquer, un luxe que des familles comme la leur ne pouvaient pas se permettre. Que d'autres choses sa mère ne lui avait-elle pas racontées? Quelles autres connexions existaient entre sa simple famille et le puissant clan Dupont? « Je dois y aller, » dit Louise, regardant l'horloge sur le mur écaillé. « J'ai promis à Jeanne que je passerai au centre culturel avant mon service au restaurant. »« Tu es toujours avec cette idée de faire la présentation au festival ?» demanda Antoine, un mélange de préoccupation et de fierté dans sa voix. « C'est ma chance, papa. Le festival de musique de Marseille ouvre des portes. Si je parviens à obtenir une place parmi les finalistes, je pourrais même gagner une bourse pour terminer mes études. »« Tu as le talent de ta mère, » commenta Madame Élise, ses yeux embués par le temps brillant de tendresse. Hélène avait la voix d'un ange. Louise sourit, embrassa le front de son père et de sa grand-mère et sortit pressée avec son cahier de composition dans son sac usé. Le chemin jusqu'au centre culturel Sainte-Marie, au cœur de Belleville, était escarpé et rempli de ruelles étroites où les maisons s'entassaient les unes sur les autres. Là, loin du regard des touristes qui visitèrent Marseille, la vie avait un rythme propre, une authenticité que les quartiers nobles ne connaissaient pas. Le centre culturel était une conquête de la communauté, un ancien entrepôt transformé en espace d'art, d'éducation et de résistance. C'est là que Louise avait commencé à étudier la musique, à 8 ans, sous la tutelle du professeur Damien, un saxophoniste qui avait échangé les scènes internationales contre la mission d'enseigner aux enfants de la périphérie. « Tu es arrivé tôt aujourd'hui », s'exclama Jeanne Olivier, coordinatrice du centre et amie d'enfance de Louise. Noire, avec des dreadlocks colorés et un large sourire, elle était l'âme de cet espace. « Viens, le studio est vide. Tu peux répéter à volonté. » Le studio n'était qu'une salle avec une isolation acoustique improvisée et un piano donné qui était toujours désaccordé, mais pour Louise, c'était un sanctuaire. Là, assise devant les touches jaunies, elle se permettait de rêver à nouveau. « J'ai terminé la chanson », révéla-t-elle, ouvrant le cahier usé aux pages les plus récentes. « Elle s'appelle Racine et elle. » « Quel beau titre. C'est à propos de ta mère ?»« À propos de nous tous. D'où nous venons et où nous voulons aller. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Auguste Dupont prenait son petit déjeuner sur la terrasse de son manoir à Neuilly. La vue sur la mer était à couper le souffle, mais ses pensées étaient distantes. L'image de la jeune serveuse de la veille ne quittait pas sa tête. « Monsieur a une réunion avec les investisseurs à 10 heures, » rappela Michel, son assistant, personnel tout en servant plus de café. « Annulé, » répondit Auguste sèchement. « Mais monsieur, ce sont les représentants du Fonds arabe intéressés par le projet du bord de mer. Reporté à la semaine prochaine. J'ai d'autres affaires à régler aujourd'hui. » Michel sortit discrètement, habitué aux caprices du patron. Auguste continua de contempler l'horizon, un malaise persistant dans sa poitrine. Depuis que Régine, son épouse, était partie 5 ans auparavant, il s'était enfermé dans une coquille de travail et d'amertume. Ses enfants, Béatrice et François, fatigués d'essayer de briser sa muraille émotionnelle, avaient poursuivi leur vie loin d'eux, lui elle à Paris, lui à New York. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Allô ? Ah, Édouard, bonjour !» répondit-il en reconnaissant la voix du pianiste qui s'était présenté la veille. « Oui, l'événement a été un succès. Nous avons collecté plus que prévu pour la restauration du théâtre. » Tout en conversant, Auguste ouvrit son ordinateur portable et commença à taper le nom Louise Martin dans le moteur de recherche. Rien de pertinent n'apparut, seulement quelques profils sur les réseaux sociaux qui ne semblaient pas être les siens. « Comment ? »« Ah oui, je vous écoute, » répondit-il distraitement. « Une jeune talentueuse que vous avez connue à l'université. Quelle coïncidence !» Édouard racontait à propos d'une ancienne élève prometteuse de l'université de Marseille qui avait abandonné le cours récemment, un gâchis de talent selon lui. Le nom de la jeune femme fit Auguste se figer. « Louise Martin, vous êtes sûr ?»« Absolument. Une des meilleures élèves que j'ai eues. Elle compose d'une manière unique, mélangeant des éléments classiques avec la richesse de notre musique, régionale. Dommage qu'elle ait dû abandonner ses études pour des problèmes familiaux. » Après avoir raccroché, Auguste resta immobile pendant quelques minutes. La serveuse qui avait servi son dîner la veille était une musicienne talentueuse. Une
compositrice. Cela expliquait comment elle avait été hypnotisée pendant la présentation d'Édouard. « Michel », appela-t-il décidé. « Oui, monsieur. Découvrez tout sur Louise Martin. Elle est employée de l'Étoile de Mer. Je veux savoir où elle habite, sa formation, sa famille, tout. Un problème avec elle, monsieur. Faites simplement ce que je vous demande. » De retour à Belleville, Louise terminait de répéter sa chanson. Ses doigts dansaient sur les touches du piano avec une intimité qui révélait des années de dévouement. Sa voix, puissante mais contrôlée, remplissait la petite salle d'une émotion palpable. « Mon Dieu, Lou !» Oui, chuchota Jeanne, qui regardait depuis la porte. « C'est incroyable. Tu crois que j'ai une chance au festival ? » « Une chance. Tu vas les écraser. Mais tu vas vraiment faire ça au restaurant aussi ? Tu es sûre ? » Louise ferma le piano et rangea ses partitions avec soin. « Je suis fatiguée d'être invisible, Jeanne. De servir des gens qui ne me regardent même pas dans les yeux. Le festival est dans 2 mois, mais j'ai besoin de m'entraîner à présenter devant un vrai public. Et l'événement de bienfaisance de demain soir au restaurant est parfait. Et s'il te renvoie, alors je me débrouillerai autrement. Mais je ne peux plus retarder mes rêves, tu comprends. Maman disait toujours que les talents sont des cadeaux qui doivent être partagés. Ce que Louise ne savait pas, c'est que son plan de faire une présentation surprise au restaurant coïnciderait avec la présence d'Auguste Dupont, qui, mu par une curiosité qu'il ne comprenait pas lui-même, avait décidé de dîner à nouveau à l'Étoile de Mer le soir suivant. Et ainsi, 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser marchaient vers une collision qui changerait à jamais le cours de leurs histoires. Auguste n'arrivait pas à expliquer l'inquiétude qui l'avait dominé toute la journée. Dans les réunions, ses pensées vagabondaient. Lors des appels, il devait demander qu'on répète les informations. Quelque chose chez la jeune serveuse avait réveillé une partie endormie de sa conscience. « Monsieur, j'ai obtenu les informations. »« Que vous avez demandé ?» dit Michel, entrant dans le luxueux bureau avec un dossier en main. L'assistant plaça sur la table en acajou un rapport imprimé. Auguste l'ouvrit avec une anxiété qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Louise Hélène Martin, 23 ans, étudiante en 7e semestre de musique à l'Université de Marseille, actuellement avec inscription suspendue, habite dans le quartier de Belleville avec son père, Antoine Martin, ancien employé de la construction Dupont, actuellement serveur à l'Étoile de Mer, en arrêt de travail pour accident, et sa grand-mère paternelle, Élise Martin, 78 ans, retraitée. Auguste fronça les sourcils en lisant sur Antoine. « Ancien employé de mon entreprise de construction. Vérifiez les registres, je veux savoir quand il a travaillé avec nous et ce qui s'est passé. » « J'ai déjà vérifié, monsieur. Antoine Martin a travaillé dans l'entreprise pendant 15 ans. Il a été licencié lors des coupes de 2010, quand vous avez pris la présidence après le décès de votre père. » L'information tomba comme un poids sur les épaules d'Auguste. Il se souvenait vaguement de cette période turbulente, quand il avait dû restructurer l'entreprise pour la sauver de la faillite, après avoir découvert que son père avait fait des investissements risqués dans les dernières années de sa vie. « Il y a autre chose, continua Michel. Hélène Martin, mère de Louise, a travaillé comme femme de ménage chez vos parents pendant près de 10 ans, décédée en 2013. Le nom provoqua un éclair de mémoire chez Auguste. Hélène, la jeune femme au sourire gentil qui s'occupait de la maison quand il vivait encore avec ses parents. Il se souvenait de l'avoir entendue chanter pendant qu'elle travaillait, une voix que sa mère complimentait toujours. Et concernant la carrière musicale de Louise, d'après ce que j'ai découvert, elle est considérée comme un prodige. Elle a gagné plusieurs concours régionaux, joué avec l'Orchestre symphonique de Marseille, comme invitée spéciale à 19 ans et a des compositions originales saluées par les critiques. Elle a suspendu son inscription quand son père a eu l'accident, il y a 8 mois. Auguste se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, Marseille pulsait sous le soleil de l'après-midi, une ville de contrastes brutaux où des mondes parallèles se touchaient rarement. Il faisait partie de ce système, en avait bénéficié, avait construit son empire sur lui. Michel, réservez une table à l'Étoile de Mer pour ce soir, juste pour moi. Vous y allez seul, sans invité? Oui, et ne mettez pas la réservation. À mon nom. Utilisez un pseudonyme. Pendant ce temps, au restaurant, Louise organisait discrètement les détails de son plan. Après beaucoup d'insistance, elle avait obtenu la permission du gérant, M. Paul, pour faire une brève
Présentation musicale pendant l'intervalle entre le dîner et le dessert. 5 minutes, Louise. Pas une seconde de plus, avertit-il. Et seulement parce que ton père est un employé exemplaire. Si quelque chose se passe mal, tout ira bien, je promets. Merci, monsieur Paul. Dans la cuisine, Louise aidait à préparer les tables pour le service du soir quand Théo, le chef, s'approcha avec une enveloppe. « C'est arrivé pour toi », dit-il, lui remettant un papier officiel. Louise ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. C'était de la coordination du Festival de musique de Marseille. « Mon Dieu, j'ai été présélectionné. Je dois faire une audition en direct la semaine prochaine. » Les collègues de la cuisine l'enlacèrent, sincèrement heureux pour elle. Là, loin des regards des clients, ils formaient une petite famille qui se soutenait dans les rêves et les difficultés. « Ce n'est que le début », dit Marie, la pâtissière d'âge moyen qu'il avait toujours traitée comme sa fille. « Aujourd'hui, tu vas impressionner tous ces riches et leur montrer ce qu'est le vrai talent. » À la maison, Antoine feuilletait un vieux cahier à couverture de cuir, ses pages jaunies par le temps. C'était son journal, où il avait enregistré les moments les plus importants de sa vie depuis sa jeunesse. Madame Élise le trouva absorbé dans ses souvenirs. « Qu'est-ce que tu regardes tant dans ce vieux cahier, fils ?»« Des souvenirs, maman, des choses que j'aurais peut-être dû raconter à Louise il y a longtemps. » La vieille dame s'assit à côté de son fils, ses yeux sages étudiant son visage préoccupé. « C'est à propos des Dupont, n'est-ce pas ?»« Ah, c'est à propos de l'histoire d'Hélène avec cette famille. » Antoine acquiesça, tournant les pages, jusqu'à trouver une vieille photo. Lui, beaucoup plus jeune, à côté d'Hélène, tous deux souriants, devant un bâtiment en construction. En arrière-plan partiellement visible, un homme d'âge moyen observait la scène. « Georges Dupont était plus que mon patron, maman. Il m'a donné des opportunités quand personne d'autre ne l'aurait fait. Il a payé le traitement d'Hélène quand nous avons découvert la grossesse à risque de Louise. Et son fils ne sait pas cela. Auguste étudiait à l'étranger quand tout est arrivé. Quand il est revenu, il était déjà un autre homme. Froid, calculateur. Georges a essayé de lui parler de la promesse qu'il avait faite, mais... Quelle promesse, Antoine ? L'homme ferma le cahier avec soin, comme s'il y était regardé des secrets trop lourds pour être exposés à la lumière. Georges a promis qu'il s'occuperait de l'avenir de Louise, qu'il garantirait ses études jusqu'à la fin. Mais il est parti avant de formaliser cela. Et Auguste, eh bien, il avait d'autres priorités pour l'entreprise. Dans le manoir d'Auguste, l'homme d'affaires se préparait à sortir. Il s'habilla de manière plus discrète que d'habitude, optant pour une chemise sans cravate et un blazer informel. Avant de sortir, il s'arrêta devant le portrait de ses parents sur le mur du hall. Georges et Élisabeth Dupont souriaient solennellement dans la peinture à l'huile. Son père, un homme qui avait commencé comme maçon et construit un empire, répétait toujours que la vie a des façons curieuses de faire payer nos dettes. Auguste n'avait jamais complètement compris cette philosophie. Pour lui, le succès venait de la discipline et de la détermination, pas des hasards du destin. En sortant, il prit une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur, une lettre ancienne qu'il avait trouvée parmi les affaires de son père après son départ. Une lettre qu'il n'avait jamais ouverte, adressée à lui avec les mots « À lire quand tu seras prêt à comprendre ». Peut-être finalement, ce moment était-il venu. À l'Étoile de Mer, la soirée commençait agitée. Louise se déplaçait, entre les tables avec son plateau, le cœur accéléré par la double attente. La présentation qu'elle ferait et l'audition pour le festival la semaine suivante. Table 8, client seul, avertit le maître d'hôtel. VIP, soyez particulièrement attentive. Louise se dirigea vers la table indiquée, située dans un coin discret avec vue sur la petite scène. Son cœur faillit s'arrêter quand elle reconnut l'homme assis là. « Bonsoir, monsieur. Je suis Louise. Je m'occuperai de votre table ce soir. Désirez-vous commencer par une boisson ?» Auguste leva les yeux du menu et la regarda pendant un moment trop long, comme s'il voyait à travers elle. Une eau gazeuse et un vin rouge, ce que le sommelier recommande. Louise acquiesça et s'éloigna, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. Pourquoi fallait-il que ce soit lui qui soit là ce soir? L'homme qui avait licencié son père des années auparavant, le fils de l'ancien patron de sa mère. Les connexions étaient nombreuses, les coïncidences troublantes. Dans la cuisine, Théo remarqua son agitation. « Qu'est-ce qu'il y a, petite? On dirait que tu as vu un fantôme. »« C'est lui, Théo. Auguste Dupont. Il est ici, seul. »
Le chef fronça les sourcils, connaissant une partie de l'histoire de la famille de Louise. « Tu veux que je demande à un autre serveur de s'occuper de la table ?» Louise respira profondément, redressant sa posture. « Non, je vais faire mon travail, et ensuite, je vais lui montrer qui je suis vraiment. » Pendant ce temps, Auguste ouvrait discrètement l'enveloppe qu'il avait apportée. L'écriture de son père, ferme et décidée, remplissait plusieurs pages. Il commença à lire, et à chaque ligne, il sentait le monde qu'il connaissait s'effondrer. « Mon fils, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que le moment est enfin venu, où tu dois connaître une promesse que j'ai faite et qui devient maintenant ta responsabilité. » Les mots de Georges Dupont révélaient une histoire qu'Auguste ignorait complètement. Comment Antoine Martin avait sauvé sa vie lors d'un accident sur un chantier, risquant sa propre sécurité. Comment, par gratitude, Georges avait promis de s'occuper de la famille d'Antoine pour toujours, spécialement de la petite Louise, qui démontrait un talent musical extraordinaire depuis l'enfance. La lettre se terminait par des mots qui frappèrent Auguste comme un coup de poing. « Nous ne construisons pas notre succès seuls, fils. Chaque brique de notre fortune a été posée par des mains comme celle d'Antoine. Notre responsabilité va au-delà des contrats. C'est le véritable héritage que je te laisse. Le devoir d'honorer tes dettes, pas seulement financières, mais humaines. » Auguste plia la lettre lentement, une tempête d'émotion dans sa poitrine. L'horloge marquait 8 heures, le moment où, sans qu'il le sache, Louise se préparait à monter sur la petite scène et à changer pour toujours le cours de leurs vies entrelacées. Les lumières de l'étoile de mer diminuèrent doucement, créant une atmosphère intime qui captiva immédiatement l'attention des convives. Le maître d'hôtel, M. Paul, s'approcha de la petite scène avec un microphone à la main, visiblement mal à l'aise avec cette déviation de la routine habituelle du restaurant. « Mesdames et messieurs, je vous demande un moment d'attention. Ce soir, nous avons une brève présentation spéciale d'une de nos collaboratrices. S'il vous plaît, accueillez Louise Martin. » Les applaudissements furent polis mais distants, le type de réaction qu'on donne à une attraction inattendue pendant le dîner. Auguste se redressa sur sa chaise, la lettre de son père encore ouverte sur la table, partiellement couverte par la serviette. Son cœur s'accéléra quand il vit Louise monter sur scène, non plus dans l'uniforme de serveuse, mais dans une simple robe bleu marine qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Louise se positionna devant le piano, ses yeux parcourant brièvement la salle jusqu'à rencontrer ceux d'Auguste. Pendant un instant fugace, leurs regards se connectèrent à travers l'espace physique et social qui les séparait. Elle respira profondément et commença à parler. « Bonsoir. Je m'appelle Louise Martin. Beaucoup d'entre vous me connaissent en servant vos tables, mais aujourd'hui j'aimerais partager quelque chose de différent. Une chanson que j'ai composée appelée « Racine et Elles », dédiée à ma mère, Hélène, et à tous ceux qui ont dû mettre des rêves en attente pour prendre soin de ceux qu'ils aiment. Ses doigts touchèrent les premières notes, hésitant au début puis gagnant en confiance. Quand sa voix s'unit à la mélodie, le restaurant entier sembla se figer. C'était une voix qui portait des histoires, douce dans les notes hautes, profonde dans les basses, avec une émotion crue qu'on n'apprend pas dans les conservatoires. De la terre qui m'a élevé, je garde la chaleur, je garde la douleur. Des mains qui m'ont soulevé haut, je porte la force et l'amour. Auguste sentit un nœud se former dans sa gorge. Les paroles parlaient d'origine humble, de sacrifices faits par amour, de rêves reportés mais jamais oubliés. C'était comme si Hélène, la femme de ménage qui fredonnait en travaillant dans la maison de ses parents, était là à nouveau, sa voix ressuscitée à travers sa fille. Dans la cuisine, les employés avaient tout arrêté pour regarder par la porte entr'ouverte. Théo, le chef à la ligne dure qui montrait rarement de l'émotion, essuyait discrètement une larme têtue. Tous connaissaient des fragments de l'histoire de Louise. La mère partie tôt, le père accidenté, les études interrompues, mais à ce moment, à travers sa musique, ils comprenèrent la profondeur de son parcours. Et même quand le ciel s'effondre et que le sol disparaît sous les pieds, il y a une force qui ne s'épuise pas, un feu qui ne s'éteint pas. La chanson grandissait en intensité, la voix de Louise remplissant chaque coin du restaurant avec une passion impossible à ignorer. Les clients, initialement distraits, étaient maintenant complètement absorbés. Une dame à la table proche,
De la scène laissait ouvertement tomber des larmes sur son assiette de risotto intacte. Pour Auguste, chaque mot était comme une révélation. À travers la musique de Louise, il commençait à voir un monde qui avait toujours été là, mais qu'il avait choisi d'ignorer. Le monde des personnes qui travaillaient à construire son confort, leurs luttes, leurs rêves, leurs histoires. La lettre de son père prenait vie à travers cette mélodie. Racines qui me retiennent, elles qui me font voler, entre le sol et l'infini, je trouve ma place. Quand Louise joua les dernières notes, il y eut un moment de silence absolu, comme si personne ne voulait briser l'enchantement qu'elle avait créé. Puis, comme une vague, les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis grandissants. En volume et enthousiasme, jusqu'à se transformer en une ovation debout. Des personnes qui, minutes auparavant, remarquaient à peine l'existence de la serveuse, l'applaudissaient maintenant avec une admiration sincère. Louise, les larmes aux yeux, fit une révérence simple. Son regard rencontra à nouveau celui d'Auguste qui restait assis, immobile avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Merci », dit-elle au microphone. « J'espère avoir apporté un peu de beauté à votre soirée. » En descendant de scène, elle fut entourée par des clients qui voulèrent la féliciter. Une femme élégante demanda si elle avait un album enregistré. Un vieil homme commenta qu'il n'avait pas entendu une interprétation aussi émouvante depuis l'époque d'Édith Piaf. Auguste observait la scène avec un tourbillon d'émotions. La lettre de son père, les révélations sur Antoine Martin, la promesse brisée, et maintenant l'indéniable talent de Louise, tout se mélangeait dans son esprit, défiant les certitudes sur lesquelles il avait construit sa vie. Quand le brouhaha diminua et que les clients retournèrent à leur table, Auguste fit un geste pour appeler Louise. Elle hésita un moment, puis s'approcha avec un mélange de fierté et d'appréhension. « J'aimerais parler avec vous, » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude, pas comme client et serveuse, à propos de votre talent, de votre famille. « Mon service se termine à 23 heures, monsieur Dupont, » répondit-elle, formelle. « J'attendrai. » Les heures suivantes passèrent dans un flou pour les deux. Louise continua son travail, servant les tables avec la même efficacité que toujours, mais elle sentait le poids du regard d'Auguste suivant ses mouvements. Que voulait-il? Pourquoi cet intérêt soudain? Les possibilités la rendaient anxieuse. Pendant ce temps, à Belleville, Antoine avait pris une décision. Avec l'aide de Madame Élise, il organisa d'anciens documents dans un dossier usé. Reçus, lettres, photographies, coupures de journal. Une histoire qui était restée endormie trop longtemps. « Tu es sûr de cela, fils ?» demanda la vieille dame, l'inquiétude dans sa voix ridée par le temps. « J'ai attendu trop longtemps, maman. Georges est parti, et avec lui la promesse. Mais Louise mérite de connaître la vérité, sur sa mère, sur notre passé, sur tout. » Au restaurant, quand le dernier client sortit et que les employés commencèrent à nettoyer la salle, Louise trouva Auguste sur la terrasse extérieure, contemplant la vue nocturne de la baie de Marseille. Il y avait quelque chose de différent en lui, une vulnérabilité qui ne correspondait pas à son image publique d'homme d'affaires implacable. « Merci d'être venu, dit-il, indiquant la chaise en face de lui. Votre présentation était extraordinaire. Merci, répondit-elle simplement, s'asseyant avec une posture droite, comme si elle était préparée pour une bataille. Vous avez le talent de votre mère. Hélène chantait souvent en travaillant. Dans notre maison. Louise se raidit. Alors vous vous souvenez d'elle? Vaguement. J'étais toujours occupé avec mes études, puis avec les affaires. Je ne prêtais pas beaucoup d'attention aux personnes qui travaillaient pour ma famille. Il fit une pause, du regret dans sa voix. Une erreur que je commence seulement à comprendre. Louise étudia son visage, cherchant des signes de fausseté, mais ne trouva qu'un homme fatigué luttant avec des souvenirs et des révélations. « Que voulez-vous de moi, monsieur Dupont ?» Auguste sortit la lettre de son père de sa poche et la plaça sur la table. « J'ai trouvé ceci parmi les affaires de mon père après son départ. Je ne l'ai jamais ouverte jusqu'à aujourd'hui. Elle parle de votre famille, de votre père, de vous. » Les yeux de Louise s'écarquillèrent. « De moi? Mais pourquoi? Mon père a fait une promesse au vôtre. Une promesse que j'ai, sans le savoir, manqué de tenir. » Alors qu'Auguste commençait à expliquer le contenu de la lettre, dans l'appartement de Belleville, Antoine regardait par la fenêtre la ville illuminée,
tenant le vieux cahier de notes contre sa poitrine. Cette nuit-là, des secrets gardés pendant près de 2 décennies allaient être révélés, liant définitivement le destin de la famille Martin à l'empire des Dupont. Ce que Louise ne savait pas, alors qu'elle écoutait les paroles d'Auguste avec un étonnement croissant, c'est que la vérité complète était encore plus surprenante que ce que l'un d'eux pouvait imaginer. Une vérité que son père gardait dans le cahier, qu'il tenait maintenant comme un trésor, prêt à être révélé. À la table du restaurant vide, sous le ciel étoilé de Marseille, Louise et Auguste étaient sur le point de découvrir que leurs vies étaient entrelacées par des liens beaucoup plus profonds que la simple relation entre patron et employé. Des liens de sang, de promesses et de secrets qui, une fois révélés, changeraient à jamais le cours de leur existence. La lumière de la lune se déversait sur la terrasse de l'Étoile de Mer, baignant Louise et Auguste dans une clarté argentée qui semblait souligner la solennité du moment. La lettre de Georges Dupont reposait ouverte entre eux, ses pages jaunies contrastant avec la table en bois sombre. « Votre père a sauvé ma vie », dit Auguste, sa voix à peine plus qu'un murmure. En 1999, pendant la construction de l'hôtel Baie Bleue, il y a eu un effondrement. Mon père inspectait le chantier quand une poutre a cédé. Antoine l'a poussé hors du chemin, se cassant la jambe dans le processus. Louise absorbait chaque mot, les reliant à des fragments d'histoire que son père avait racontés au fil des ans. L'accident, la difficile récupération, l'emploi garanti après cela. Des pièces d'un puzzle qui commençaient enfin à prendre « science par gratitude », continua Auguste. « Mon père a promis que notre famille veillerait toujours sur la vôtre. Particulièrement sur vous, Louise. » « Sur moi, pourquoi particulièrement sur moi ?» Auguste hésita, ses yeux parcourant un passage spécifique de la lettre. « Parce que mon père a reconnu en vous un talent extraordinaire. Il écrit ici que, quand vous aviez seulement 6 ans, lors d'une fête de fin d'année pour les employés de l'entreprise de construction, vous avez joué du piano et chanté. Il dit qu'il n'avait jamais vu un don aussi pur chez quelqu'un de si jeune. » Louise sentit une chaleur monter à son visage. Elle ne se souvenait pas de cet événement spécifique, mais son père mentionnait toujours comment le patron avait été impressionné par ses compétences musicales quand elle était enfant. « Georges a promis de financer vos études musicales, de garantir que vous puissiez développer votre potentiel. Quand il nous a quittés, cette promesse n'était pas documentée formellement. J'étais occupé à sauver l'entreprise de problèmes financiers que j'ai découverts après, et... » Auguste s'arrêta, la voix étranglée par l'émotion. « Et j'ai échoué, pas seulement envers vous, mais envers de nombreuses familles qui dépendaient de la vision plus humaine que mon père avait des affaires. » Le silence plana entre eux un moment, lourd de signification et de possibilités. Louise regardait l'homme en face d'elle, non plus le puissant homme d'affaires, mais quelqu'un confrontant ses propres erreurs et limites. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que votre musique m'a réveillée. Parce qu'en vous voyant sur scène, chantant avec tant d'âme, j'ai finalement compris ce que mon père avait vu en vous toutes ces années auparavant. Et parce que, il respira profondément, parce qu'il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur. » Pendant qu'ils conversaient, un taxi s'arrêtait devant le restaurant. Antoine Martin, appuyé sur une canne et accompagné par Madame Élise, descendait avec difficulté. Le portier de l'Étoile de Mer, reconnaissant le collègue de travail, se précipita pour l'aider. « Monsieur Antoine, que faites-vous ici à cette heure? Le restaurant ferme déjà. »« Je dois parler à ma fille. »« Joseph, c'est urgent. » Dans le restaurant, la conversation entre Louise et Auguste arrivait à un point crucial. « Je veux honorer la promesse de mon père, » dit l'homme d'affaires, détermination dans sa voix. « Je veux financer non seulement la conclusion de vos études, Louise, mais aussi l'enregistrement d'un album professionnel avec vos compositions. » Les yeux de Louise s'écarquillèrent face à la proposition inattendue. « C'est... je ne sais pas quoi dire. C'est très généreux, mais ce n'est pas de... la générosité, » interrompit Auguste. « C'est une dette, une qui aurait dû être payée il y a longtemps. » Avant que Louise puisse répondre, des voix venant de l'entrée du restaurant attirèrent son attention. En se retournant, elle vit son père et sa grand-mère conduits par le portier. La surprise laissa place à l'inquiétude immédiate. « Papa, que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici » Antoine avança lentement, ses yeux fixés non sur Louise mais sur Auguste Dupont.
Il y avait une intensité dans son regard qui fit l'homme d'affaires se lever instinctivement. « Antoine, » dit Auguste, tendant la main, « c'est bon de vous voir. » Après tant d'années. L'homme plus âgé ignora le geste, posant sur la table le cahier de cuir usé qu'il avait avec lui. « J'ai aussi trouvé des lettres, » dit-il simplement. « Des lettres que votre mère, Madame Élisabeth, a écrites à ma défunte épouse, Hélène. » Le commentaire fit Auguste se figer. Sa mère et Hélène avaient échangé des correspondances. Pourquoi? Quel type de relation les deux femmes avaient-elles au-delà du lien professionnel? Madame Élise, s'asseyant avec la dignité que seul l'âge avancé confère, prit la parole. Certaines histoires doivent être racontées par les plus âgés, car nous seuls portons la mémoire complète des faits. Elle regarda directement Auguste. Votre mère et Hélène étaient plus que patronnes et employées. Elles étaient amies, confidentes. Quand Élisabeth a découvert qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants après votre naissance, c'est Hélène qui l'a consolée pendant des mois, cas de dépression. Louise écoutait attentivement, réalisant qu'elle était sur le point de découvrir des parties de sa propre histoire qu'elle ignorait complètement. Quel rapport avec la promesse de Monsieur Georges? Demanda-t-elle confuse. Antoine ouvrit le cahier à une page spécifique où une vieille photographie était soigneusement collée. Elle montrait une jeune Hélène, radieuse dans une robe simple, à côté d'Élisabeth Dupont, toutes deux souriantes à la caméra. Entre elles, deux petits-enfants, un garçon d'environ 5 ans et un bébé dans les bras d'Hélène. « C'est toi, Louise, » dit Antoine pointant vers le bébé. « Et ça ?» Sa voix faiblit un instant. « C'est Auguste. » Auguste prit la photographie, d'une main tremblante. Il se souvenait vaguement de ce jour, un pique-nique dans le jardin du manoir. Mais qu'est-ce qu'Antoine insinuait? Quand Georges a sauvé ma vie dans cet accident, continua Antoine, ce n'était pas seulement par gratitude qu'il a promis de s'occuper de toi, Louise. C'était parce qu'il savait. Savait quoi, papa? La voix de Louise était à peine plus qu'un chuchotement. Madame Élise prit la main de sa petite fille entre les siennes, ridée par le temps. Ta mère et Élisabeth avaient un secret, ma fille, un qu'elles ont protégé pendant des années pour préserver les deux familles. La vieille dame sortit de la poche de sa robe une enveloppe vieillie et la remit à Auguste. C'est la dernière lettre que votre mère a écrite à Hélène peu avant de partir. Elle a demandé qu'elle ne soit remise que lorsque ce serait absolument nécessaire. D'une main incertaine, Auguste ouvrit l'enveloppe et commença à lire en silence. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes écrites par la calligraphie élégante de sa mère, son visage perdait de sa couleur. « Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-il finalement, levant les yeux pour regarder Antoine. « Vous avez toujours su ?» L'homme plus âgé acquiesça gravement. « Hélène me l'a dit quand nous avons commencé à sortir ensemble. Je l'ai aimée quand même, et j'ai aimé Louise comme ma propre fille dès le premier instant. » Louise regardait de l'un à l'autre, la confusion cédant la place à une compréhension choquante. « Que se passe-t-il? De quoi parlez-vous » Auguste, encore étourdi par la révélation, passa la lettre à Louise. Elle la lut rapidement, ses mains tremblant de plus en plus à chaque ligne. Quand elle termina, ses yeux étaient embués. « Cela signifie que vous… » Elle ne put achever la phrase, regardant Auguste. « Nous sommes demi-frères et sœurs, » confirma-t-il. La voix rauque d'émotion. Enfant du même père, Georges Dupont. Le silence qui suivit était presque palpable, chargé de décennies de secrets et de non-dits. Madame Élise fut celle qui finalement le brisa. Hélène travaillait dans la maison des Dupont depuis quelques mois quand c'est arrivé. Élisabeth ne pouvait plus avoir d'enfants et le mariage était en crise. Georges a cherché du réconfort là où il ne devait pas. Ce fut un unique moment de faiblesse qui a résulté en la grossesse d'Hélène. « Pourquoi personne ne me l'a dit ?» demanda Louise, des larmes coulant librement sur son visage. « Pour protéger tout le monde, » répondit Antoine. Hélène a décidé de quitter son emploi, et c'est à ce moment que nous nous sommes rencontrés. Je l'ai aimée instantanément. Et quand elle m'a raconté sa situation, j'ai décidé que nous élèverions cet enfant, toi, comme notre fille. Georges a offert un soutien financier, mais Hélène a initialement refusé. Elle voulait recommencer, sans cette ombre. Mais ils sont restés en contact, compléta Madame Élise. Élisabeth, même en sachant tout, a développé une amitié profonde avec Hélène. Les deux partageaient un secret qui, d'une certaine façon, les a unis. C'est Élisabeth qui a insisté pour que Georges fasse la promesse de s'occuper de toi, Louise, quand Antoine a sauvé sa vie.
Auguste se leva brusquement, marchant jusqu'à la balustrade de la terrasse. La ville de Marseille s'étendait en contrebas, indifférente au drame qui se déroulait au-dessus. Louise observait son dos tendu, essayant de traiter l'idée que l'homme, qu'elle avait toujours vu comme symbole de pouvoir et de privilège, était en réalité son demi-frère. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent », dit Antoine, brisant le silence. « Ton talent musical, Louise, identique à celui de Georges quand il était jeune. Il jouait du piano comme personne. Ce don ne venait ni de moi, ni d'Hélène. » Lentement, Auguste se retourna pour faire face à la famille Martin. Sa famille, réalisa-t-il maintenant. Son visage était marqué par des larmes qu'il n'essayait pas de cacher. « Toute ma vie, j'ai senti qu'il manquait quelque chose, » dit-il. Une pièce qui ne s'emboîtait pas. Quand je t'ai entendu chanter aujourd'hui, Louise, j'ai ressenti une connexion que je n'arrivais pas à expliquer. Il s'approcha, hésitant. Il semble que mon père ait trouvé un moyen de nous unir, même après son départ. L'horloge de la tour voisine sonna minuit, marquant la fin d'un jour et le début d'un autre. Pour les 4 personnes réunies là, c'était aussi la fin d'une vie de secret et le début d'une nouvelle réalité, complexe et encore indéfinie. « Et maintenant ?» demanda Louise, sa voix petite face à l'immensité de la révélation. La réponse d'Auguste fut interrompue par des pas précipités venant du salon. C'était Jeanne, l'amie de Louise, essoufflée et les yeux écarquillés d'excitation. « Lou, je t'ai enfin trouvé. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » Le destin, comme un maestro implacable, préparait un nouveau rebondissement dans la symphonie qu'était la vie de Louise Martin. Jeanne s'arrêta brusquement en percevant la scène devant elle. L'ambiance chargée d'émotions était palpable, et les yeux rouges de Louise révélaient que quelque chose de significatif s'était produit. « Excusez-moi, j'ai interrompu quelque chose d'important ?» Louise essaya de se recomposer, séchant ses larmes avec le dos de ses mains. « Tout va. »« Bien, Jeanne. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu venue jusqu'ici à cette heure ?» Son amie hésita, jetant un regard en biais à Auguste Dupont, clairement mal à l'aise avec sa présence. « C'est que... Eh bien, quelqu'un a enregistré ta présentation, ce soir. Il l'a postée sur les réseaux sociaux et, Lou, la vidéo est en train de devenir virale. Elle a déjà plus de 50 000 vues en seulement 2 heures. » « Quoi ?» Louise avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Jeanne déverrouilla son téléphone et montra l'écran à son amie. Là se trouvait Louise au piano, sa voix émue remplissant le restaurant tandis qu'elle chantait « Racines et elle ». Les commentaires se multipliaient sous la vidéo. « Qui est cette femme? Quelle voix incroyable! Cette chanson m'a fait pleurer. J'en veux plus. Quelqu'un sait où je peux trouver d'autres chansons d'elle. Et il y a plus, » continua Jeanne, trop enthousiasmée pour remarquer la tension encore présente dans l'air. « Tu connais le producteur Rémi Valois, celui qui a lancé Juliette Barnier et le trio Méditerranée. Il a laissé un commentaire demandant ton contact. » Auguste, qui observait la scène en silence, fit un pas en avant. « Rémi Valois de Sonora Records ?»« Oui, lui-même, » confirma Jeanne, surprise qu'Auguste connaisse le nom. « Le plus grand producteur musical de Marseille. Lou, ça pourrait être énorme pour toi. » Antoine et Madame Élise échangèrent des regards significatifs. Au milieu du tourbillon de révélations familiales, le destin semblait offrir à Louise justement ce dont elle rêvait le plus. Une opportunité dans la musique. « Je pense que nous avons besoin d'un moment, » dit Louise, regardant Jeanne avec un mélange de gratitude et de supplication. « Pouvons-nous en parler demain ?» Réalisant finalement qu'elle avait interrompu quelque chose d'important, Jeanne acquiesça. « Bien sûr, désolé. Je n'ai pas pu attendre pour te le dire. Appelle-moi. Pour quoi que ce soit, à n'importe quelle heure. » Après le départ de Jeanne, le silence revint régner sur la terrasse. Louise fixait la vidéo sur son téléphone, s'observant elle-même avec une étrange sensation de détachement, comme si elle regardait quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Auguste restait debout, absorbant tout ce qu'il avait découvert ce soir-là. « Une opportunité et une révélation, » dit Madame Élise, sa voix ancestrale brisant le silence. « Le destin a ses propres plans, n'est-ce pas ?» Auguste regarda la vieille dame avec un nouveau respect. Il y avait une sagesse dans ses yeux qui lui rappelait sa propre grand-mère.
Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il, s'adressant non seulement à Louise, mais à tous ceux présents. « Comment continuons-nous après tout cela » Antoine s'ajusta sur sa chaise, le vieux cahier de notes toujours sur ses genoux. « D'abord, nous devons être honnêtes, les uns envers les autres, plus de secrets. Louise mérite de connaître toute son histoire, et vous aussi, Auguste. »« Et quant au public ?» questionna Louise. « Devons-nous dire à tous que nous sommes frères et sœurs ?» Le « c'est » mot sonnait encore étrange dans sa bouche, comme un vêtement neuf qui ne s'ajustait pas encore parfaitement. « Je pense que c'est quelque chose que nous devons décider calmement, » répondit Auguste. « Il y a beaucoup de personnes impliquées. Des réputations, des entreprises, toujours les apparences, » murmura Louise, une pointe d'amertume dans sa voix. « Ce n'est pas seulement ça, » contredit Auguste, la surprenant. « Il s'agit de faire les choses correctement, de nous connaître. D'abord de comprendre ce que cela signifie pour nous, avant d'exposer tout au monde. » Un silence réfléchi suivit ces paroles. Dehors, la lune baignait la baie de Marseille de sa lumière argentée, indifférente aux drames humains qui se déroulaient sous son éclat. « Vous savez, » commença Madame Élise, regardant le petit-fils, « nouvellement découvert, votre grand-mère paternelle, Madame Constance, était ma cousine au second degré. Nos familles viennent du même endroit, de l'intérieur de la Provence. Le destin a des façons curieuses de compléter les cercles. » Auguste la regarda, surpris. « Ma grand-mère était votre parente ? Pourquoi n'ai-je jamais su cela ?» Marseille était une ville plus petite autrefois, mais toujours divisée par des murs invisibles. Quand Constance a épousé un commerçant prospère et déménagé dans les beaux quartiers, les liens avec la famille à l'intérieur se sont défaits. Chemins différents, monde différent. La révélation ajoutait une couche supplémentaire de complexité à la toile de connexion entre les familles Dupont et Martin. Ils n'étaient pas seulement liés par un secret ou un accident du passé, mais par un sang qui remontait à des générations. « Je dois vous montrer quelque chose, » dit Auguste soudainement, se levant. « Pas ici, dans ma maison, si vous pouvez. M'accompagner. »« Maintenant » demanda Louise, consultant l'horloge. Il était plus de minuit. « Oui, il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose qui pourrait aider à mieux comprendre toute cette histoire. » Qu'une heure plus tard, la voiture d'Auguste se garait devant son manoir à Neuilly. L'endroit était imposant, même la nuit, avec des jardins bien entretenus et une architecture qui mélangeait le colonial avec des touches contemporaines. Pour Louise, qui ne connaissait ce quartier que de passage, c'était comme entrer dans un autre monde. Michel, l'assistant personnel, les reçut avec une surprise mal dissimulée, surtout en voyant Antoine dans son fauteuil roulant, et Madame Élise avec son foulard coloré sur la tête, figure qui contrastait complètement avec l'environnement sophistiqué. « Préparez du café pour tous dans la bibliothèque, s'il vous plaît, » instruisit Auguste. « Et nous ne serons interrompus sous aucune circonstance. » La bibliothèque était une pièce spacieuse, avec des étagères du sol au plafond remplies de livres. Au centre, une grande table en bois sculpté servait de station de travail. Auguste les conduisit jusqu'à là et ouvrit un tiroir verrouillé avec une petite clé qu'il portait sur lui. « Après le départ de mon père, j'ai trouvé ceci parmi ses effets personnels, » expliqua-t-il, sortant une boîte en bois poli. « Je n'ai jamais su exactement ce que cela signifiait jusqu'à aujourd'hui. » Ouvrant la boîte, il révéla une collection de vieilles photographies, coupures de journal et petits objets. Il y avait des images de Georges Dupont, jeune, jouant du piano dans un festival, Hélène, beaucoup plus jeune, souriant timidement, à la caméra, Antoine recevant un prix d'employé de l'année dans l'entreprise de construction. « Il a gardé des souvenirs de vous tous, » dit Auguste, la voix étranglée, comme un trésor secret. Au fond de la boîte, il y avait une enveloppe, scellée avec le nom de Louise, écrit dans la calligraphie de Georges. D'une main tremblante, elle l'ouvrit, trouvant une lettre datée de quelques semaines avant le décès du patriarche des Dupont. « Chère Louise », commença-t-elle à lire à haute voix, « quand cette lettre te parviendra, je ne serai probablement plus de ce monde. Il y a des vérités que je porte avec moi depuis longtemps, des vérités qui peuvent être douloureuses, mais aussi libératrices. » La lettre continuait, détaillant comment Georges était tombé amoureux du talent musical de Louise depuis son enfance, comment il l'avait observé à distance grandir et développer son don, comme il regrettait de ne pas avoir été plus présent dans sa vie.
Il confirmait qu'il était son père biologique et exprimait l'espoir qu'un jour, elle et Auguste pourraient se connaître véritablement, non comme des étrangers séparés par les circonstances, mais comme frères et sœurs unis par le sang et par l'amour de la musique qu'ils avaient tous deux hérité de lui. J'ai laissé des instructions à mon avocat pour qu'une partie de mon héritage personnel te soit destinée, afin que tu puisses suivre ta vocation musicale sans préoccupation financière. C'est mon dernier cadeau pour la fille que j'ai aimée à distance, mais de tout mon cœur. Quand Louise termina de lire, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Auguste était également ému, confrontant l'image d'un père très différent de celui qu'il pensait connaître. « Il ne m'a jamais rien dit », murmura-t-il. « Toutes ces années, il a voulu protéger tout le monde, » dit Antoine. « Vous, Louise, les familles. »« Mais pourquoi tout révéler maintenant ?» questionna Louise. « Pourquoi ne pas laisser le passé dans le passé ?» Madame Élise, qui observait tout avec des yeux sages, répondit « Parce qu'il y a des blessures qui ne cicatrisent que lorsqu'elles sont exposées à l'air, ma petite fille. Les secrets n'ont de pouvoir sur nous que tant qu'ils restent cachés. » Auguste s'approcha de Louise hésitant. « Quand je t'ai entendu chanter aujourd'hui, quelque chose s'est réveillé en moi, une connexion que je n'arrivais pas à expliquer. Maintenant, je comprends pourquoi. » Il fit une pause. « Je ne sais pas comment ce sera à partir de maintenant, mais je sais que je veux connaître ma sœur et honorer la promesse de notre Père en t'aidant à poursuivre ton rêve dans la musique. »« Je n'ai pas besoin de charité, » répondit Louise, la fierté blessée se mêlant à la confusion émotionnelle. « Ce n'est pas de la charité, » intervint Antoine. « C'est ton droit. Georges l'a clairement indiqué dans la lettre. » Un silence. Pensif suivit, alors que chacun absorbait les implications de tout ce qui avait été révélé cette nuit-là. Dehors, les premiers signes de l'aube commençaient à éclaircir le ciel de Marseille, annonçant un nouveau jour. « La vidéo », dit Louise soudainement, « l'opportunité avec le producteur. C'est ma chance de suivre mon chemin par mon propre. Mérite, pas par l'argent ou les connexions familiales. Et je te soutiendrai en cela, affirma Auguste, pas comme un bienfaiteur, mais comme famille. » Le mot flotta dans l'air, chargé de possibilités et de défis. Pour Louise, qui s'était toujours définie par sa lutte et sa détermination, accepter ce nouveau lien signifiait reconsidérer sa propre identité. Pour Auguste, c'était la chance de redécouvrir une humanité qu'il avait perdue dans les couloirs froids du pouvoir corporatif. Michel entra silencieusement avec un plateau de café, interrompant le moment de réflexion. Tout en servant les tasses, il remarqua quelque chose d'étrange. Les yeux d'Auguste, toujours froids et calculateurs, brillaient maintenant d'une émotion qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et il y avait quelque chose chez la jeune femme assise en face de lui, quelque chose dans la forme du visage, dans le ton de la voix, qui rappelait étrangement le défunt Georges Dupont. Quand Michel se retira, Auguste leva sa tasse dans un toast improvisé. « Au nouveau départ, dit-il, et aux vérités qui, même douloureuses, nous libèrent. » Les quatre trinquèrent, tandis que le soleil se levait sur la baie de Marseille, illuminant une ville où deux mondes apparemment distants venaient de découvrir qu'ils avaient toujours été d'une certaine façon connectés. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où des secrets gardés pendant des décennies avaient été révélés. Le Théâtre national de Marseille, récemment restauré, était comble pour la grande finale du Festival de musique de Marseille. Dans les coulisses, Louise ajustait les cordes de sa guitare, essayant de contrôler la nervosité qui faisait légèrement trembler ses mains. « 5 minutes, mademoiselle Martin », avertit un assistant de production avant de s'éloigner pour orienter d'autres finalistes. Louise ferma les yeux, respirant profondément. Les derniers mois avaient été des montagnes russes d'émotions et de découvertes. Après la révélation de sa parenté avec Auguste, tous deux avaient décidé de garder l'information dans un cercle fermé, du moins pour le moment. Non par honte ou peur du scandale, mais pour se donner le temps de construire une relation authentique, loin des projecteurs et des spéculations. La vidéo de sa présentation à l'Étoile de Mer avait en effet changé sa vie. Rémi Valois, le renommé producteur musical, lui avait offert un contrat pour enregistrer un EP avec 5 compositions originales. Avec le soutien financier que Georges Dupont lui avait laissé, une surprise que l'avocat de la famille confirma être véritable, Louise put se consacrer intégralement à la musique, reprenant ses études à l'université
et se préparant pour le festival qui pourrait catapulter sa carrière. « Nerveuse ?» demanda une voix familière derrière elle. Auguste était là, élégant dans un costume discret, mais sans la cravate habituelle qui symbolisait l'homme d'affaires implacable. Ces derniers mois, il s'était visiblement transformé, non seulement dans son apparence plus détendue, mais principalement dans son regard, maintenant plus chaleureux et présent. « Un peu », admit Louise, « mais c'est une bonne nervosité, comme si j'étais enfin là où je devrais être. » « Notre père serait fier, dit-il, utilisant le pronom qui sonnait encore étrange, mais de plus en plus naturel entre eux. La relation entre le demi-frère et la demi-sœur avait évolué lentement, construite lors de rencontres hebdomadaires, longues conversations et découvertes de similitudes surprenantes. Tous deux partageaient non seulement le talent musical hérité de Georges, mais aussi une détermination féroce et une sensibilité qu'ils avaient appris à cacher de différentes façons. Elle derrière sa lutte quotidienne pour la survie, lui derrière une façade de froideur entrepreneuriale. Dans le couloir latéral, Antoine s'approchait, marchant avec l'aide d'une canne. La physiothérapie intensive, maintenant financée par une assurance santé de première ligne, avait permis des avancées significatives dans sa récupération. « Comment te sens-tu, ma fleur ?» demanda-t-il, embrassant sa fille avec le bras. « Libre, prête, papa », répondit Louise, une nouvelle confiance dans sa voix. « Et toi, tu n'es pas fatiguée? Tu devrais être à la maison en train de te reposer. Et manquer le grand moment de ma fille? Pas question. » Il échangea un regard. Complice avec Auguste. De plus, j'ai de bonnes compagnies. Dans le hall du théâtre, Madame Élise était le centre d'attention d'un groupe qui incluait Jeanne, Théo, Marie et d'autres employés de l'Étoile de Mer. La vieille dame, avec un nouveau turban spécialement fait pour l'occasion, racontait des histoires du passé avec un enthousiasme renouvelé. Et c'est ainsi que j'ai connu Georges Dupont, quand il était encore un jeune homme jouant du piano dans des fêtes pour payer ses études, disait-elle, les yeux brillants de souvenirs. Qui aurait pensé que ce garçon deviendrait l'homme d'affaires que tous ont connu? La vie fait des tours, mes enfants. Dans un coin plus éloigné, François et Béatrice Dupont conversaient à voix basse. Les enfants d'Auguste étaient revenus en France après avoir reçu des appels surprenants de leur père, leur demandant de rencontrer une personne spéciale. La réaction initiale fut de choc et de méfiance, mais en rencontrant Louise et en entendant toute l'histoire, ils trouvèrent en eux-mêmes une capacité d'acceptation qu'ils ne savaient pas posséder. « Auguste est différent », commenta Béatrice, observant son père converser avec animation avec Antoine. « Je ne l'ai jamais vu si vivant. » C'est comme s'il avait dégelé, acquiesça François. Tu te souviens comment il est devenu après le départ de maman? Comme si une partie de lui était morte aussi. Maintenant, c'est comme si cette partie revenait. Les deux frères et sœurs avaient découvert en Louise non une menace ou une intruse, mais un pont pour se reconnecter avec le père qu'ils pensaient avoir perdu dans l'amertume et le travail obsessionnel. Le producteur de l'événement s'approcha de Louise avec un sourire encourageant. « C'est l'heure, Louise. Vous êtes la dernière présentation avant la délibération du jury. » Auguste serra doucement l'épaule de sa sœur. « Va et montre-leur qui tu es. Pas comme ma sœur, pas comme petite fille de Madame Élise, pas comme fille d'Antoine et Hélène. Simplement Louise Martin, avec ta musique et ta voix. » Elle acquiesça reconnaissante de la compréhension. Dans les premiers mois après la découverte de leur parenté, Louise avait lutté contre la peur que les portes s'ouvrent pour elle, uniquement parce qu'elle était la sœur d'Auguste Dupont. C'est lui qui avait insisté pour qu'elle suive son propre chemin, construisant sa carrière par son propre mérite. « Mesdames et messieurs, » annonça le présentateur sur la scène illuminée, « notre dernière finaliste de ce soir est une jeune compositrice qui a enchanté des publics avec ses chansons qui mêlent des éléments de la chanson française, avec des influences classiques. Avec vous, Louise Martin. » Les applaudissements résonnèrent dans le théâtre, tandis que Louise marchait vers le centre de la scène. Le piano à queue reluisait sous les lumières, invitant. Elle ajusta le microphone et regarda le public. Non pas les rangées de jurés ou critiques musicaux, mais le coin où sa famille récemment élargie se réunissait. « Bonsoir, dit-elle, sa voix claire et ferme. La chanson que je vais présenter ce soir s'appelle « Renaître ». Elle parle de trouver de la force dans nos racines et du courage pour ouvrir nos ailes, même quand le vent semble contraire. Ses doigts touchèrent les premières notes et le théâtre entier plongea dans un silence respectueux.
La voix de Louise remplit l'espace avec une émotion crue et authentique, racontant à travers la musique un voyage de perte, de découverte et de recommencement. Dans le public, Auguste observait, les yeux embués. À ses côtés, Michel, qui l'accompagnait lors d'événements depuis des années, n'avait jamais vu le patron manifester une telle émotion en public. La transformation était évidente pour tous ceux qui le connaissaient. La musique de Louise grandissait en intensité, sa voix puissante s'élevant dans les moments culminants, pour ensuite s'adoucir dans des passages plus intimes. Ce n'était pas seulement une technique impeccable, c'était une âme exposée, une vulnérabilité transformée en art. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, il y eut un moment de silence absolu, comme si le public avait besoin de temps pour traiter ce qu'il venait de vivre. Puis, comme une vague, les applaudissements commencèrent, d'abord timides, puis grandissant jusqu'à se transformer en une ovation debout. Louise sourit, des larmes de gratitude et d'accomplissement brillant dans ses yeux. Elle fit une révérence, simple, et marcha vers les coulisses, où elle fut reçue par des embrassades émues. « Tu as été extraordinaire, ma fille », s'exclama Antoine, la tenant fermement. « C'était parfait », ajouta Auguste, la fierté évidente dans sa voix. Pendant que les jurés se retiraient pour délibérer, la famille se réunit dans une salle privée réservée par Auguste. Madame Élise, assise dans un fauteuil confortable, observait avec satisfaction le groupe devant elle, non plus divisé par des secrets et des ressentiments, mais unis par des vérités douloureuses qui, une fois exposées, avaient permis la cicatrisation d'anciennes blessures. « Tu sais, commença-t-elle, attirant l'attention de tous, Hélène disait toujours que la musique a le pouvoir de construire des ponts là où les hommes ne voient que des abîmes. Aujourd'hui, je vois qu'elle avait raison. » La vieille dame sortit de son sac un petit paquet enveloppé de tissu. « Louise, ceci appartenait à ta mère. Elle m'a demandé de le garder pour le bon moment. Je pense que ce moment est arrivé. » Avec soin, Louise défit le paquet révélant un médaillon en argent ancien. En l'ouvrant, elle trouva une miniature de la photo qu'elle avait vue dans le cahier d'Antoine, Hélène et Élisabeth Dupont, côte à côte, avec les enfants. « Elles n'ont jamais été seulement patronnes et employées, » expliqua Madame Élise. « Elles étaient des amies qui partagèrent des secrets et des douleurs, qui se soutenaient quand le monde les aurait jugées. Élisabeth savait tout depuis le début, et pourtant, elle a choisi la compassion, plutôt que le ressentiment. » Auguste s'approcha pour voir la photo, touché par la révélation sur sa mère. Une femme qui, apparemment, avait été plus forte et complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le moment fut interrompu quand Jeanne entra précipitamment dans la salle. « Ils appellent les finalistes. Ils vont annoncer le résultat. » Sous des lumières brillantes, les 10 finalistes s'alignèrent sur la scène du Théâtre national de Marseille. Louise, la dernière à se présenter, était au centre, ses mains serrées l'une contre l'autre pour contrôler sa nervosité. « Le jury a délibéré », annonça le présentateur, tenant une enveloppe dorée. « Et j'ai le plaisir d'informer que le vainqueur du Festival de musique de Marseille de cette année, recevant une bourse intégrale pour des études avancées et un contrat pour l'enregistrement d'un album complet, est... » Le théâtre entier semblait retenir son souffle. Louise Martin, avec la composition « Renaître », le public explosa en applaudissements. Louise, momentanément paralysée par la surprise, fut gentiment poussée en avant par un autre concurrent. D'un pas tremblant, elle s'approcha du présentateur pour recevoir le trophée et l'enveloppe avec le prix. « Aimeriez-vous dire quelques mots ?» demanda-t-il, lui offrant le microphone. Louise regarda le public comble, localisant les visages de sa famille, tant celle de sang que celle de cœur, au premier rang. « Cette victoire n'est pas seulement la mienne, » commença-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Elle est à tous ceux qui ont cru en moi quand je doutais moi-même. Elle est à mon père, Antoine, qui m'a enseigné la valeur de la dignité en toutes circonstances. À ma grand-mère, Élise, gardienne de nos histoires. Et Racine, à ma mère, Hélène, qui m'a laissé en héritage l'amour de la musique. » Elle fit une pause, regardant directement Auguste. « Et elle est aussi à ceux qui sont entrés récemment dans ma vie, me montrant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour pardonner, pour construire des ponts là où nous ne voyons que des murs. » 3 mois plus tard, le studio d'enregistrement de Sonora Records vibrait avec les accords finaux de Racines et Elle,
le titre phare du premier album de Louise Martin. De l'autre côté de la vitre, Rémi Valois souriait satisfait, tandis qu'Auguste observait avec une fierté discrète. « Parfait », déclara Rémi par l'interphone. « Je pense que nous avons la version finale. » Louise sortit de la cabine d'enregistrement, épuisée mais rayonnante. Le processus de création de l'album avait été intense, avec des nuits blanches à composer et des journées entières d'enregistrement, mais le résultat dépassait toutes les attentes. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle à Auguste, anxieuse de l'opinion du frère qui, à sa surprise, avait révélé une oreille musicale très fine pendant la production. « Honnête, puissant, unique », répondit-il, « exactement comme toi. » À Belleville, la maison de la famille Martin n'était plus le petit appartement exigu où il vivait avant. Avec le prix du festival et les droits sur ses compositions, Louise avait acheté une maison confortable dans le même quartier, refusant d'abandonner ses racines. L'endroit était assez spacieux pour accommoder le fauteuil roulant d'Antoine, qu'il n'utilisait plus que occasionnellement, et avait un petit studio où elle pouvait composer et répéter. Plus important, la maison était devenue un point de rencontre pour la famille élargie. Le dimanche, Auguste, François et Béatrice les rejoignaient pour des déjeuners préparés par Madame Élise, créant de nouveaux souvenirs et renforçant des liens récemment découverts. L'histoire de Louise et Auguste restait un secret de famille, protégé non par honte, mais par un désir mutuel que la carrière d'elle s'épanouisse par son propre mérite. Quelques journalistes spéculaient sur la soudaine proximité entre la jeune chanteuse et le puissant homme d'affaires, mais personne n'imaginait la véritable nature de leur connexion. Dans le bureau d'Auguste, un changement significatif s'était produit. À côté du portrait formel de ses parents, il y avait maintenant une photographie encadrée d'une jeune Hélène, souriante avec Louise bébé dans ses bras. Et sur son bureau, où autrefois il n'y avait que des tableurs et des contrats, reposait un petit piano en cristal, cadeau de Louise pour l'anniversaire de son frère. L'entreprise Dupont Construction avait aussi subi des transformations. Sous le leadership renouvelé d'Auguste, l'entreprise avait créé une fondation culturelle qui offrait des bourses d'études en musique et art pour des jeunes de communautés défavorisées. Le premier projet de la fondation, la rénovation du centre culturel Sainte-Marie, au cœur de Belleville, maintenant équipé d'instruments de qualité et de salles de classe adéquates. Le soir du lancement de l'album Racines et elle, le Théâtre national de Marseille était à nouveau comble. Dans les coulisses, Louise recevait les dernières retouches de maquillage, tandis que Jeanne, maintenant son assistante officielle, organisait les derniers détails. « 5 minutes », annonça le directeur de scène. Antoine entra dans la loge, s'appuyant légèrement sur sa canne, suivi par Madame Élise et Auguste. Les trois apportaient un petit paquet, un cadeau pour porter chance, dit Antoine, le remettant à sa fille. Louise ouvrit le paquet, révélant le vieux cahier de cuir de son père. Mais il n'était plus usé et décoloré. Il avait été soigneusement restauré, ses pages jaunies protégées par une nouvelle reliure qui préservait son essence originale. « Pour que tu n'oublies jamais ton histoire », expliqua-t-il, « et pour que tu puisses continuer à l'écrire avec tes propres mots. » À la dernière page du cahier, où avant il n'y avait que du papier blanc, reposait maintenant une photographie récente. Louise, Antoine, Madame Élise, Auguste, François et Béatrice, tous réunis dans le jardin de la nouvelle maison, des sourires sincères sur leurs visages. Sous l'image, une phrase simple écrite avec la calligraphie élégante d'Auguste, « Famille, pas seulement de sang, mais de choix et de cœur. » Louise embrassa les trois, des larmes de gratitude menaçant de ruiner le maquillage fraîchement appliqué. « Merci pour tout, de croire en moi, de me laisser voler sans couper mes racines. » Auguste, l'homme qui des mois auparavant était connu pour sa froideur et sa distance émotionnelle, rendit l'étreinte avec une intensité qui le surprit lui-même. « Va et montre au monde qui tu es, Louise Martin. Pas comme ma sœur, pas comme héritière des Dupont, mais comme l'artiste extraordinaire que tu as toujours été destinée à être. » Quand les lumières du théâtre diminuèrent et que les premiers accords du groupe d'accompagnement commencèrent, ça résonnait. Louise marcha vers le centre de la scène avec une confiance tranquille. Elle regarda le public, les centaines de visages anonymes qui étaient venus écouter sa musique, et le coin spécial où sa famille, tant celle de naissance que celle de cœur, attendait.
dans une ville de contraste comme Marseille, où des mondes différents se touchaient rarement. Il y avait là la preuve vivante que des ponts pouvaient être construits, que des abîmes pouvaient être traversés, que la musique et la vérité avaient le pouvoir d'unir ce que la vie avait séparé. Louise prit la guitare, ajusta le microphone et commença à chanter. Non plus la serveuse invisible servant des tables, ni la fille d'Antoine Martin, ni la sœur nouvellement découverte d'Auguste Dupont. Seulement Louise,